donc cette table ronde, après avoir débattu à la fois du financement des renouvelables et des indicateurs qui pourraient constituer un baromètre de la décarbonation, autant de sujets dont nous reparlerons le 28 novembre lors de la journée conclusive des assises, il nous a semblé important, intéressant de faire des focus sur l'innovation au sens assez large. Il ne s'agit pas de présenter forcément des choses qui ont été inventées hier en Californie, mais de montrer les choses qui fonctionnent, et qui fonctionnent notamment en Île-de-France et qui sont relativement nouvelles. Et elle n'en sera pas surprise. Je vais demander tout de suite à Florence Mouret d'entamer les débats en nous parlant notamment de la pyrogazéification que chacun peut-être ne connaît pas encore, mais que nul n'ignorera dans quelques instants. Merci. Je m'y attendais. Donc j'ai beaucoup parlé de biométhane tout à l'heure comme une énergie renouvelable qui a du potentiel en Île-de-France. Elle fait partie des gaz verts, donc c'est la production de gaz vert à partir de résidus des déchets agricoles ou alimentaires. Mais à l'horizon 2050, dans le panorama des gaz verts, et je dirais même plutôt à 2030, il y aura aussi une part de gaz vert qui sera issue d'autres formes de production. Donc on vise 50 TWh de gaz vert à l'horizon 2030 et 10 TWh supplémentaires, donc au total 60, et 10 TWh qui viendront de deux procédés de production qui sont la pyrogazéification. Alors ça, c'est la production de gaz vert à partir de déchets de bois secs ou de déchets type plastique ou caoutchouc qui, chauffés à une très haute température, permettent de produire du gaz. Donc imaginez un four à 1000 degrés et vous avez du gaz. Il y a 50 projets en France qui sont prêts à sortir. Il y a plusieurs projets en Île-de-France qui sont prêts à émerger avec cette technologie. Maintenant, il faut travailler comme toujours sur les freins législatifs, réglementaires et l'encadrement tarifaire. Mais c'est une voie aussi de valorisation de déchets qui, aujourd'hui, sont pas toujours bien valorisés, parfois incinérés, parfois envoyés à l'étranger. Donc, première voie de production de gaz vert. Deuxième voie, la gazéification hydrothermale. Alors, comme ça, vous aurez plein de termes techniques nouveaux appris. C'est là, imaginez une cocotte minute dans laquelle vous mettez des bouts de station d'épuration et vous les faites monter sous pression et là, vous obtenez également du gaz à partir de bouts de station d'épuration qui peut-être demain, avec des contraintes de plus en plus fortes, ne pourront plus être épandus sur les sols. Et donc, à ce titre, il y aura une nouvelle valorisation. Et ça permettra d'avoir aussi du gaz. Et là aussi, c'est une production qui existe dans plusieurs pays. Aux Pays-Bas, au Japon, c'est très très répandu. Et c'est une technologie un tout petit peu moins mature en France, mais aussi prête à sortir. Et à l'horizon 2050, c'est quand même, alors là je me retourne vers Najma, c'est quand même 90 TWh dans le panorama mon ami, de gaz. François-Marie Didier le fait déjà au SIAP, n'est-ce pas ? On a un partenariat de recherche avec François-Marie Didier, président du SIAP, qui y réfléchit fortement parce que c'est aussi un exutoire demain pour les boues. Ça n'est pour l'instant pas réalisé. C'est pas opérationnel pour l'instant. Je pensais qu'à Valenton, il le faisait, mais je me trompe alors. À Valenton, sur une station d'épuration du SIAP, à partir de cette année, ils vont produire du biométhane qu'ils injecteront sur le réseau à partir des bouts de station d'épuration. Mais demain, il y aura une technologie complémentaire qui pourra aussi se développer. Donc là, effectivement, on n'a pas dit le thème de la table ronde, mais c'est les innovations. Et donc, voilà, j'étais sur quelques innovations complémentaires en matière de gaz vert qui sont prêtes à émerger, restent à travailler collectivement, évidemment, cadre réglementaire, financement. Mais il y a plusieurs industriels, collectivités aussi qui sont prêtes à y aller. Alors, vous vouliez nous parler aussi, Florence, du cercle francilien des nouveaux gaz verts, qui est une instance nouvelle ?
Alors justement, puisqu'on est plusieurs acteurs en Île-de-France et il y en a plusieurs dans la salle qui pensent que ces technologies ont une part à jouer dans la production de gaz vert en Île-de-France, on va créer le 15 mai prochain, lancer un cercle francilien des nouveaux gaz verts et bas carbone pour pouvoir faire émerger sur la place publique la connaissance de ces technologies, partager sur les freins, les obstacles et les atouts aussi et bénéfices de ces technologies. Donc je me réjouis déjà de pouvoir compter sur la Banque des Territoires pour rejoindre ce cercle. Qui vise à permettre et favoriser que des projets demain émergent sur le territoire. Un mot, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Un mot, Florence, sur les rebours dont vous vouliez nous parler. Alors, sur la méthanisation, on injecte sur les réseaux de gaz, les réseaux de distribution et les réseaux de transport. Et donc, il faut un peu d'ingénierie pour pousser le gaz. Mais là, celle qui en parlerait le mieux, c'est Najma de GRT Gaz. Et donc, je ferai la transition pour elle, parce que les rebours, c'est GRT Gaz. Expliquez-nous, chère Najma, de quoi il retourne. Bonjour et merci de nous donner la parole. Donc, effectivement, moi, la solution technique que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est une solution qui contribue à rendre le modèle énergétique plus flexible. On en a beaucoup parlé ce matin, un modèle qui va intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable et donc du coup avoir des attentes en matière de stabilité, vous l'avez dit ce matin, et de flexibilité. Et cette solution, elle vient aussi permettre une gestion plus optimisée des ressources qu'on va être amené à mobiliser, et donc là, mobiliser pour produire du gaz renouvelable et bas carbone. Donc cette solution, c'est le rebours. Donc qu'est-ce que c'est cette installation, ce type d'installation, elle va répondre à une problématique qui est propre au biométhane, qui est que faire du biogaz, du gaz vert, lorsqu'il est produit et alors qu'on a un besoin de consommation qui est faible. Donc il est produit, injecté sur le réseau de distribution, et on peut effectivement être amené à faire face à des besoins de consommation qui sont faibles, notamment l'été. Donc effectivement, on peut se retrouver à un cas de figure où on a un volume de biométhane parce qu'il est produit en continu, se retrouver face à des situations possibles de saturation sur le réseau de distribution. Et donc la solution qui va être déployée par GRT Gaz va permettre de mobiliser ce surplus de gaz du réseau de transport, du réseau de distribution vers le réseau de transport. Donc ces installations, elles vont être équipées de compresseurs, donc qui, comme ce nom l'indique, vont permettre de monter en pression le gaz, qui va passer de 7 à 40 bars, afin qu'il puisse être acheminé là où les besoins s'en font sentir. Donc en résumé, vous avez une solution technique, des stations de rebours qui vont mobiliser le gaz issu de la méthanisation, donc du biométhane, en excès, du réseau de distribution vers le réseau de transport pour être acheminé vers des territoires voisins qui peuvent en avoir besoin. Pour vous donner quelques éléments chiffrés à l'échelle francilienne notamment, pour ce qui est de la méthanisation, si je ne dis pas de bêtises, on a fin 2023 un peu plus d'une cinquantaine d'unités de méthanisation, dont 13 raccordées au réseau de GRT Gaz. Concernant les rebours, aujourd'hui on a 2 stations de rebours qui sont mises en service. La première a été mise en service à Mareuil-les-Maux en 2020, la deuxième en 2022 à Marché-Morée, donc toujours en Seine-et-Marne. Et une troisième station devrait voir le jour près d'Étampes, en Essonne, donc à Boissy-la-Rivière. Si je prends la station de rebours à Marché-Morée, donc en Seine-et-Marne, championne de France en matière d'unités de méthanisation, ce rebours a permis de faire remonter 100 gigawattheures de biométhane. 100 gigawattheures, c'est l'équivalent de 2000 lignes de bus qui rouleraient au bio-GNV. Et en parlant de bus, vous avez tous en tête les bus d'Île-de-France Mobilité, où on peut lire 100% biométhane. Mais il faut se dire que plus de la majorité, plus de 50% de ce biométhane est produit en Seine-et-Marne et est d'origine agricole.
Donc voilà, mon propos ce matin, c'était surtout de dire que toutes ces nouvelles technologies qui vont composer le système gaz de demain viennent déjà contribuer à une économie circulaire à l'échelle des territoires et participent à une meilleure connexion entre la production et les besoins de consommation. Oui, parce que vous êtes un acteur de cette émergence qui n'a pas fini de progresser du gaz vert. En fait, on aurait pu penser que c'était plus GRDF qui raccordait ces installations. Mais en fait, vous aussi, vous raccordez directement des unités de production de biogaz. C'est ça, selon la capacité, selon la taille, finalement. Selon la capacité de production et certaines spécificités techniques. Vous avez des projets qui peuvent être raccordés au réseau de GRDF ou de GRT Gaz. Très bien. On peut faire un point peut-être sur la géothermie à ce stade qui fait partie... Richard Curnier, vous êtes la Banque des Territoires est très investie sur cette énergie, n'est-ce pas? Parce que l'Île-de-France est riche en nappes qui la permettent à la fois géothermie profonde et puis géothermie de surface, peut-être un peu moins connue. Racontez-nous comment vous agissez, comment vous opérez pour soutenir le développement de ces réseaux de chaleur et de cette production d'énergie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, moi, j'ai connu la géothermie quand j'étais en poste en Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, c'était une île volcanique et du coup, on utilisait la géothermie. Donc, à bouillante, c'est vraiment, d'ailleurs, la première opération du BRGM. Mais on s'en servait pour produire de l'électricité. Donc là, la géothermie en Île-de-France, on s'en sert pour effectivement des réseaux de chaleur. Et donc nous, on est très investis dans la géothermie parce que déjà, c'est une énergie un peu mature quand même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la pyrogasification, c'est ça. Voilà. Donc c'est une énergie mature, on connaît bien le fonctionnement. Et en fait, il y a l'énergie, la géothermie profonde. Donc là, on creuse quand même à 1800 mètres, on va chercher de l'eau à 58 degrés dans la couche d'Auguerre. Donc on voit bien que ça permet d'alimenter un réseau de chaleur. Donc vraiment une collectivité, un quartier. Et donc ça, on l'a fait d'ailleurs, et je vois Pierre-Yves Dulac devant moi, mon collègue d'Engie, on l'a fait à Rueil-Malmaison par exemple. Donc ça, c'est des gros sujets. Et il y a la géothermie de surface. Mais la géothermie de profonde, c'est des gros investissements. Des gros investissements qui s'amortissent sur des durées de 40 ans. Et c'est vrai que nous, vous le savez, on a l'épargne des Français, puisqu'on récupère l'épargne des Français, votre épargne, le livret A, qu'on reprête ensuite aux collectivités locales. Et ça, on peut le prêter aux collectivités locales sur des durées de 40 ans. Donc c'est vrai que ça facilite quand même le financement de projets, parce qu'on a à la fois un amortissement économique qui est très long, qui est porté par les collectivités, et on a un financement que nous apportons dans le cadre de ce projet. Et ça, c'est vraiment des projets quand même qui sont extrêmement faciles finalement à financer. L'énergie, la technologie est mature, c'est une énergie qui est pas chère, c'est une énergie locale puisque c'est sous nos pieds, c'est une énergie qui ne dépend pas forcément des cours de matières premières. Donc on voit qu'on a l'émergence beaucoup de projets de géothermie en Île-de-France. Et au-delà de ça, on a la géothermie de surface. Alors là, c'est moins profond, c'est à 200 mètres, 200, 300 mètres. On récupère les projets et ça permet d'alimenter l'immeuble ou 2-3 immeubles. Et on essaie de travailler aujourd'hui avec des opérateurs pour essayer de porter de grappes de projets pour investir de façon à éviter que les entreprises sortent du CAPEX et que ça soit porté par des tiers investisseurs pour faciliter ces sujets. Voilà, vraiment, c'est ces sujets sur lesquels on met un peu notre action au quotidien sur l'Île-de-France. En mobilisant des fonds, quoi. Vous avez des enveloppes dédiées avec des prêts vraiment destinés à ces travaux-là? Alors là, on est plutôt sur du financement de projet, on est plutôt sur du equity, sur les géothermies de surface. Vous prenez des Vous savez qu'on a deux métiers, on a un métier de banquier, banquier des collectivités locales avec cet argent d'épargne des Français, mais aussi on a un rôle d'investisseur en fonds propres, et donc là on est plutôt sur notre casquette d'investisseur. Très bien. Moi, je vois que j'ai l'impression qu'il est facile de trouver des fonds propres quand on fait de l'énergie renouvelable. Après, bon, il faut savoir faire sans doute. Mathieu Mefflet-Piprel, quel est votre regard? Vous êtes référent géothermie de surface, vous, alors, à l'ADEME. Vous ne vous occupez que de la géothermie de surface. Racontez-nous un petit peu comment ça marche. C'est plus facile à comprendre la géothermie profonde. On prend de l'eau chaude, si je dis pas de bêtises. La géothermie de surface, c'est un peu plus complexe? C'est pas plus complexe, non. Alors, nous, déjà, à l'ADEME, on intervient comme en complément, on va dire, de la Banque des Territoires sur le financement, aussi bien la phase investissement que la phase amont sur les études de faisabilité, les études de création de réseau, etc. Et donc, pour répondre à votre question, donc, la géothermie profonde, comme ça a été dit, va alimenter les réseaux de chaleur, ce sont des gros investissements.
La géothermie de surface, on est plutôt à l'échelle d'un quartier au maximum. On peut prendre l'exemple par exemple du village olympique, tout le quartier Pleyel, qui va être alimenté par la géothermie de surface. La différence, c'est que, comme ça a été dit, on est en dessous de 200 mètres de profondeur, donc on va pas chercher de la chaleur, on va chercher de la tiédeur, ce qui a gros avantage aussi de pouvoir faire du froid. Et c'est vrai que jusque-là, on a beaucoup parlé autour de ces tables rondes de la chaleur, mais va devenir de plus en plus importante la question de froid, de production de froid renouvelable, afin de pallier au réchauffement global qu'on peut avoir, et notamment les périodes estivales. Et donc là, la géothermie de surface permet aussi de produire ce froid. Donc il y a plusieurs technologies. On peut aller chercher des nappes d'eau, comme on fait pour la géothermie profonde, mais bien sûr beaucoup moins profond. On peut aussi récupérer la chaleur du sol avec de ce qu'on appelle des sondes ou des capteurs qui peuvent être des corbeilles géothermiques qui sont moins profondes, des murs. Il y a plein de techniques différentes. Donc, grosso modo, il y a une technique pour chacun des projets. Les facteurs limitants, c'est plutôt la surface disponible, bien qu'on puisse faire aussi ces sondes sous le bâtiment quand on construit du neuf. On le fait en amont. Et puis ensuite, le CAPEX a été un petit peu évoqué. Ce qui est important de retenir en géothermie de surface, c'est le gain qu'on fait chaque année sur sa facture énergétique. Donc il faut investir à un moment donné pour chaque année retrouver un bilan économique intéressant. Mais j'avais cru comprendre qu'il existait une géothermie de surface, y compris avec de l'eau qui n'était pas spécialement chaude à la base et qu'on chauffait. J'arrive pas bien à on chauffe pas, comprendre ça. On utilise une pompe à chaleur en fait. À chaque fois, la géothermie de surface est associée à une pompe à chaleur. Contrairement à la géothermie profonde où l'eau sort à 45, 60, 65 degrés et directement utilisée. Là, il nous faut forcément une pompe à chaleur qui vient rehausser cette température pour être utilisée dans les bâtiments. Il faut savoir que la pompe à chaleur elle va fonctionner d'autant mieux que la température en sortie est faible. Et donc, ça va être très efficace pour tout ce qui est plancher chauffant. Ou radiateur basse température. Très bien. On va partir à Grand-Puy en Seine-et-Marne. Laurent Tricot, Total Energy est parfois critiqué pour son manque de rapidité dans sa conversion. Mais alors là, vous allez nous décrire un exemple très volontariste d'investissement pour le renouvelable avec, je crois, je sais même plus c'est des millions ou des milliards, mais c'est beaucoup d'argent que vous mettez pour faire de cette plateforme une plateforme zéro pétrole. Expliquez-nous si vous voulez bien. Oui, sur Grand-Puy, c'est 500 millions. Merci de l'invitation. Je vais en profiter pour me présenter. Donc, je fais l'intérim pendant quelques temps de notre directrice régionale, Elisa Querru, que certains d'entre vous connaissent, en attendant qu'elle revienne indépendamment de mes autres missions. Oui, alors, on ne va pas parler non plus du sujet abordé sur l'acceptabilité de Total Energy. On fait la une suffisamment en ce moment, donc je vais vous éviter ça, je pense. La reconversion industrielle de notre raffinerie de Grand-Puy, basée essentiellement sur l'économie circulaire et en traitant pratiquement plus que des résidus, est un exemple intéressant des innovations que l'on met en œuvre pour réussir notre transformation. On parle beaucoup d'électricité en ce moment chez nous, mais il n'y a pas que l'électricité. En particulier, il y a des carburants comme le jet, où avant que les avions tournent à l'électricité, il va se passer beaucoup de temps. Ça ira vraisemblablement plus loin que 2030, ça c'est sûr, voire 2050. Et il y a aussi nécessité de faire des biocarburants. Et donc, on a décidé d'être un acteur majeur là-dessus. Alors, Grand-Puy, c'est quoi ? C'est clairement, on passe d'une raffinerie 100% pétrole où les produits venaient directement de la Basse-Seine à une bioraffinerie zéro pétrole et où à l'aide on entre du déchet, du résidu, des détritus et à la fin on sort. Alors il y a 4 programmes. Alors le premier, on a commencé par faire une ferme solaire parce que là on avait de la surface, c'était un peu plus facile et donc celle-là elle est déjà ouverte et ça nous permet de produire à peu près l'équivalent de la consommation de 19 000 habitants. Là, on a fait la même chose d'ailleurs aussi à Gargenville, parce que pour ceux qui le savent, mais le site de Gargenville, pour le coup sur l'ouest parisien, était relié avec l'économie de Grand-Puy à l'est parisien, donc on a aussi créé une ferme solaire là-bas. On est en train et c'est là-dessus que je reviendrai, de créer avec de nombreux partenariats la bioraffinerie qui, elle, va produire essentiellement du
SAF, du Sustainable Aviation Fuel, en quantité importante, et je vous expliquerai pourquoi. Très prochainement, on devrait démarrer aussi une grosse unité de biométhane, de méthanisation, et qui traitera les résidus de notre bioraffinerie. C'est en ça que tout le circuit est intéressant. Et un peu à côté, mais qui est important pour nous aussi, c'est le traitement des recyclages de plastique. Parce qu'aujourd'hui, le plastique, c'est fait à partir de polymère. Le polymère, on ne sait pas le faire à partir de grand-chose d'autre que du pétrole. Et donc, si on veut réduire la consommation de pétrole, il faut aussi que l'on adhère et que l'on recycle de plus en plus ce plastique pour consommer de moins en moins de pétrole. Alors, la bioraffinerie, c'est quoi? Donc on a passé, c'est même une JV, on a passé un partenariat avec la Saria, qui est le leader européen de la collecte des déchets organiques et du traitement des déchets organiques, qui va nous garantir l'approvisionnement de cette bioraffinerie en huile de cuisson et en graisse animale. On va passer tout ceci évidemment dans cette raffinerie. C'est le seul endroit où on garde à peu près la même industrie. On va le traiter parce que c'est nécessaire avec de l'hydrogène. Pour cet hydrogène-là, il faut qu'il soit durable. C'est compliqué l'hydrogène durable en ce moment. Donc on a passé un partenariat avec Air Liquide. Air Liquide qui va investir aussi fortement sur ce site-là, 130 millions d'euros, c'est des ordres de grandeur, pour nous garantir un approvisionnement régulier d'hydrogène durable. En quoi il est durable, cet hydrogène? Il va récupérer en entrée les biogaz issus de notre raffinerie. Et il met en œuvre une technique innovante chez eux aussi qui s'appelle le cryocap, de captage de CO2 immédiat à leur sortie de leur unité de production d'hydrogène. Cet hydrogène étant lui-même immédiatement reconverti pour partir, si possible, dans la zone en agroalimentaire ou en industrie. Et donc le produit que l'on sort, il est complètement efficace au niveau carbone. Et on va parler du SAF, pourquoi c'est important, mais le SAF, ce bio-SAF-là, son cycle de carbone sur son cycle de vie global, c'est 90% de moins d'émissions de CO2. On fait juste une petite parenthèse. On a un représentant c'est un cercle, c'est un groupe sur l'hydrogène. Si vous pouvez nous en dire un mot, comme ça fait une forme de parenthèse. Et puis on revient au SAF. Vous nous direz en quoi il est constitué ce carburant durable. Ça marche. Donc merci beaucoup de la prise de parole. Donc Thomas Emerdinger de l'AREC Île-de-France de l'Institut Paris Région, et j'anime le club hydrogène Île-de-France. Et effectivement, c'est une innovation qui est là, qui a des difficultés. Total Energy l'a bien rappelé d'ailleurs par Patrick Pouyanné il y a quelques jours, mais en même temps qui se met en place, en particulier dans l'industrie lourde. On a parlé du raffinage, on peut aussi parler de la production d'engrais, dans la sidérurgie, mais aussi dans les mobilités lourdes et intensives, en particulier les mobilités terrestres et fluviales, en attendant les avions hydrogènes qui vont arriver normalement même avant 2030 pour les petits avions. Et Airbus, c'est post-2035. Effectivement, l'Île-de-France, en fait, on a déjà ces innovations-là maintenant depuis 2015. On a à peu près une flotte de véhicules de 600 à 700 véhicules, surtout des véhicules légers, taxis. Mais cette année, en fait, on a les premiers véhicules lourds qui arrivent, qui sont d'ailleurs des rétrofits de camions, et des véhicules utilitaires légers, notamment par Stellantis et le groupe Renault. On a 9 stations de distribution d'hydrogène qui sont en fonction, donc qui marchent tous les jours, qui fonctionnent. Vous pouvez aller les voir, elles se visitent, dont une avec une production d'hydrogène sur place à Porte de Saint-Cloud. Mais ce ne sont que les premières de nombreuses séries, notamment par Total Energy et Air Liquide, parce qu'on a environ 50 stations en projet, et donc plus d'une dizaine, voire 15, qui vont arriver cette année pour les JO, parce que les JO vont accueillir un certain nombre de véhicules, notamment utilitaires, poids lourds, bus, taxis, autocars, chariots élévateurs, bateaux, etc. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, rappelez-nous le nom de votre groupe, c'est Club Hydrogène Île-de-France. Donc ouvert à tous les acteurs, dont beaucoup sont là aujourd'hui. Vous en êtes l'animateur. Et j'en suis l'animateur. Merci bien. beaucoup de la prise de parole. Mais non, mais on vous en prie. Donc Laurent Tricot, dites-nous, parce que ce SAF, alors c'est quoi comme ça vient? C'est quel carburant? Alors ça vient d'où? C'est du jet fuel. C'est que pour l'aviation. L'ambition est importante. Notre ambition est d'en produire. Je sais plus.
j'ai paumé mes unités là, mais je vais pas vous dire de bêtises parce que pour le coup c'est quand même un enjeu. C'est plus d'1,5 million de tonnes en 2030. Ça sera 10% de la consommation mondiale, c'est pas rien. Et sur ce 1,5 million, il y aura à peu près 280 qui sortiront de grands pluies. C'est quoi comme carburant? C'est du carburant d'aviation avec les mêmes propriétés, sans pétrole, que de l'huile. Mais il vient d'où, je dirais, les produits? Il viendra de notre bio, en tout cas pour cette partie-là et pour la partie la plus importante en France, de notre bioraffinerie de Grand Puy. Très bien. Et donc, parce que le concept est quand même très intéressant sur le côté circulaire, dont beaucoup de monde a parlé ce matin. On va récupérer en bas de colonne le distillat et les résidus pour les passer dans un biométhaniseur et sortir du méthane vert qui, lui, ira vraisemblablement directement dans le réseau de GRDF. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Vous vouliez ajouter Non, vous vouliez nous parler de Station F. Vous avez un incubateur dédié quasiment aux renouvelables au sein de Station F. Bon, après, je sais pas, on peut revenir là-dessus, mais ce qui est important, c'est que pour nous, c'est une véritable transformation. C'est pas que des mots, ça va à la vitesse grand V. Je sais plus qui disait, bien intentionné ce matin, 90% aujourd'hui de nos ventes, c'est du pétrole et du gaz. En 2030, ça sera plus que 80 et donc il faut aller très très vite et on est une entreprise Île-de-France et sur le Grand Paris on a ouvert ces 3-4 dernières années on a notre futur centre de recherche qui est d'ailleurs notre centre de recherche actuel à Paris-Saclay avec 200 chercheurs qui ne seront que sur les énergies renouvelables et l'électricité. On a la Digital Factory au centre de Paris, qui est ouverte depuis 3 ans, qui est sur les sujets digitaux, c'est comment on peut aider par le digital à améliorer. Alors là, on n'est plus sur nos objectifs de réduction carbone en ce moment, et c'est que sur des sujets digitaux, développement, data scientist. Et la dernière opération sur laquelle on est rentré, le centre de recherche et la Digital Factory, c'est du propre. C'est-à-dire que c'est nos métiers nous disent voilà ce dont on aurait besoin. Et là, on s'ouvre sur l'extérieur. On est rentré à la station F. Le but que sur la valeur de l'énergie, que sur la valeur électrique. On n'est que sur le cycle de l'électricité. On incube pendant 6 mois 10 startups, donc on en est à la quatrième série. C'est des appels d'offres. Je crois que sur la dernière série, on a eu 250 startups qui ont répondu. On a sélectionné 10. 5 sur ces 10 bossent sur l'IA. Puisqu'évidemment, et là on est sur comment on améliore la chaîne de valeur de l'électricité et comment on améliore notre rentabilité. Très bien. Elia, ça marche avec des data centers, n'est-ce pas, Pierre Ronin? Et vous vouliez, Pierre, nous décrire le potentiel et l'intérêt qu'ont les data centers, les innovations qu'on peut baser sur eux. Oui, merci. Merci Jacques. Alors je voulais effectivement parler data center, je voulais surtout parler chaleur fatale en fait, effectivement. Parce que c'est un sujet qu'on a peu abordé aujourd'hui. Et quand on parle de décarbonation de l'Île-de-France, et si on prend les schémas que présente l'ADEME sur ce sujet, que ce soit au niveau francilien ou au niveau national, on sait que la décarbonation, elle va passer en premier lieu par les solutions de sobriété, par les solutions d'efficacité énergétique. Mais avant même de parler de développement d'énergie renouvelable, pour en parler, regardons déjà l'énergie existante et comment on utilise cette énergie existante. Donc la chaleur fatale est un gisement extrêmement intéressant, effectivement, pour abonder dans le sens de la décarbonation sur l'Île-de-France. Quand on va parler de chaleur fatale sur l'Île-de-France, on va avoir des sujets qui sont liés notamment à tout ce qui est incinération de déchets, ce qui est un gisement important. L'industrie, on n'est pas sur un territoire effectivement qui est fortement industrialisé, donc on va pouvoir avoir des niches, mais c'est quand même pas là qu'on va avoir le gros potentiel. Mais par contre, là où il y a un potentiel qui est énorme et qui va aller croissant, c'est celui des data centers. Je voudrais revenir juste deux secondes sur les chiffres qui ont été évoqués un petit peu tout à l'heure par Séverine Laurent, parce qu'il y a des travaux excellents qui ont été faits par RTE et puis par l'Institut Paris Région sur ce sujet des data centers. Il faut bien avoir conscience qu'on est vraiment sur une courbe exponentielle en fait de croissance de ces data centers en Île-de-France. On est sur le 4e hub au niveau européen en termes d'installation de data centers, avec
pas mal de data centers sur la couronne métropolitaine, mais également des clusters qui se développent sur l'axe de Marne-la-Vallée, du côté de Paris-de-Saclay, en Seine-Saint-Denis, et un phénomène qui va croissant. C'est des enjeux, Séverine le disait en kilowattheure, mais en milliards d'euros, c'est tout à fait colossal comme montant d'investissement. Oui, tout à fait. Mais alors, le montant d'investissement, c'est une chose, mais si on va avoir effectivement une vision de ce que ça représente d'un point de vue énergétique, je crois que le chiffre a été cité tout à l'heure. On envisage qu'en 2040, la consommation des data centers représente à peu près 2/3 de la consommation globale actuelle de la région Île-de-France. Et aujourd'hui, c'est déjà les data centers en Île-de-France, c'est déjà la consommation de la ville de Paris. Donc on ne parle pas de rien, on parle effectivement c'est pas une niche, d'un secteur énergétique à part entière. Alors c'est un secteur effectivement en termes de consommation d'énergie. On va avoir l'enveloppe du data center qui va consommer, on va avoir tous les serveurs informatiques, et on va avoir les systèmes de refroidissement qui permettent également justement de garder ces serveurs à des températures acceptables pour leur fonctionnement. Donc on a parlé tout à l'heure effectivement de la question de l'implantation de ces data centers par rapport au réseau électrique, du besoin en énergie que nécessitent ces data centers. Mais en aval, il y a un véritable sujet effectivement sur la question de l'optimisation à un niveau territorial. J'insiste là-dessus, à un niveau territorial, parce que c'est là qu'il y a de l'innovation à aller chercher. Comment on implante ces data centers pour aller mettre en place des boucles vertueuses d'économie circulaire à partir des data centers. Et donc, il faut qu'on puisse récupérer la chaleur émise par ces serveurs, émise par ces data centers. Alors, je vais citer deux exemples. Le premier, c'est un exemple assez basique, sur lequel travaille Engie, enfin qu'a mis en production Engie, qui est un exemple en Seine-Saint-Denis, sur le réseau du SMIREC, donc Pleine Commune Énergie, qui est le deuxième réseau de chaleur d'Île-de-France, qui couvre donc les villes de Saint-Denis, l'île Saint-Denis, Stein, Pierrefitte, etc. Et ce réseau de chaleur, alors aujourd'hui, il est alimenté par différentes sources d'énergie. Il y a un mix, il y a 6 centrales de production d'énergie, dont de la production par biomasse, dont de la géothermie, qui permet de produire à la fois du chaud et du froid, et qui permet d'avoir un mix énergétique à 56% décarboné. Il se trouve que ce réseau se développe notamment parce qu'il y a de nouveaux projets d'aménagement sur cette zone. En particulier, est arrivé un nouvel objet dans le cadre des Jeux Olympiques, qui est la piscine olympique, le centre aquatique olympique, et la ZAC de Plaine-Saulnier, qui se trouve donc derrière, qui sera l'héritage des JO, en tout cas sur cette partie-là, avec 200 000 m² de logements, de tertiaires, de commerces qui vont être implantés derrière la piscine. Et sur donc, des fonciers que vous connaissiez bien, puisque vous les occupiez. Alors effectivement, on les a bien connus. Voilà, il y a eu tout le centre de recherche de Gaz de France par le passé, et puis de GDFCS, puis d'Engie, qui se trouvait sur ce site et qui se trouve maintenant pas très loin, puisqu'il est encore sur ce territoire de Pleine Commune à Stein. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on a un projet d'aménagement d'un côté et on a un projet de data center de l'autre, Equinix, qui se trouve donc sur Saint-Denis. Et donc, grâce à la chaleur que l'on récupère sur le data center d'Equinix, qu'on va injecter dans le réseau, on va pouvoir alimenter cette zone en énergie et en chaleur. Ce qui va nous permettre d'avoir une décarbonation de l'ordre de 75% sur cette zone de la Plaine-Saulnier et du centre aquatique olympique. Donc on voit, là où je veux en venir, c'est que on peut avoir des innovations technologiques, ce sera mon deuxième exemple, mais un élément clé également, et ça a été l'objet d'une question ce matin, c'est comment on arrive à planifier, comment on arrive à avoir une logique d'aménagement qui permet de joindre les deux bouts, d'avoir d'un côté effectivement ces data centers producteurs de chaleur fatale, qui vont être rapprochés des objets d'aménagement et qui vont permettre de créer des boucles vertueuses. Le deuxième exemple, alors là pour le coup c'est pas un exemple Engie, mais je le trouve intéressant, c'est un exemple francilien, donc ça me paraissait important de le souligner. C'est un projet qui est mené en Essonne,
à Marcoussis, donc Marcoussis qu'on connaît bien puisqu'effectivement on développe du photovoltaïque dessus, mais qui est un projet de data center circulaire, c'est comme ça qu'il est nommé, qui est mené avec l'université Paris-Saclay, avec Datafor et avec une chaire en fait, qui a été mise en place avec le soutien du département de l'Essonne et puis une start-up autrichienne. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce projet ? Eh bien en fait, l'idée, c'est d'utiliser la chaleur pour faire, sur les toitures des data centers, de la production de biomasse. Donc ce sont des algues, en fait, qui vont pousser vers une forêt d'algues qui va pousser sur ces data centers à partir de la chaleur produite par les data centers. Alors ces algues, qu'est-ce qu'elles ont comme finalité ? Elles en ont plusieurs. Elles pourront être utilisées effectivement pour des besoins cosmétiques, pharmaceutiques, peut-être même agroalimentaires, je ne sais pas. Mais c'est également une biomasse qui va pouvoir être réutilisée pour de la production d'énergie, pour la méthanisation. Avec donc effectivement derrière possibilité de production de gaz, de biogaz, et puis après une utilisation locale de ce biogaz, et également dans le procédé qui permet d'avoir du biométhane, effectivement de passer du biogaz à du biométhane, il y a une émission de CO2. Et donc ce CO2 sera également récupéré pour servir à la production des algues elles-mêmes. Donc, vous voyez, on a vraiment une réflexion complètement circulaire. On a une réflexion qui est circulaire, donc une innovation technologique, et on a également cette circularité dans l'implication du territoire, dans la manière dont on va être réinjecté le potentiel énergétique dans le territoire à travers la production de biométhane. Voilà, donc c'est deux exemples très différents qui sont extrêmement intéressants à mon sens et qui montrent effectivement qu'on a beaucoup de potentiel à aller chercher du côté de ces data centers pour arriver à une décarbonation de ces équipements eux-mêmes, mais également une décarbonation des territoires. Merci. Je voulais vous demander, avant de passer la parole à la salle pour prendre éventuellement des questions, vous y croyez-vous à l'intérêt que représenterait le fait de réduire la taille des data centers et de les implanter on connaît un architecte qui prétend que c'est la nouvelle église au cœur du village, c'est le data center de demain, de petites unités qui assurent d'autres services finalement que de simplement engranger des données. Oui, alors je pense qu'il y a des... Ça, c'est une vision tout à fait personnelle, mais on va peut-être avoir un paysage qui se dessine à deux échelles différentes. Effectivement, peut-être que pour des besoins très spécifiques d'entreprise, etc., on peut arriver à du data center qui est intégré en milieu urbain, de petite taille, etc. Je dirais que si on va de ce côté-là du spectre, on a même des solutions. Je pense à alors c'est plus une start-up, maintenant c'est une entreprise qui commence à être bien établie, qui est Carnot Computing, qui travaille même des radiateurs. Alors voilà, c'est carrément dans les bâtiments, dans les immeubles collectifs que vont être installées des solutions qui permettent du traitement de données d'une part, mais qui produisent directement de la chaleur sur place. Donc ça, voilà, à une extrême du spectre, on peut avoir effectivement cette intégration complètement urbaine. Après, il y a quand même une autre tendance qui se dessine dans le monde du numérique et des data centers, c'est qu'on va de plus en plus vers des data centers qui sont non pas des data centers captifs d'entreprises et qui répondent à un besoin à une échelle un petit peu micro, mais à des gros data centers de type cloud, avec des opérateurs comme Google ou autres, et qui, eux, vont sans doute être des objets de très grande échelle et qui n'auront sans doute pas leur place directement en ville, mais il faut trouver justement la manière dont l'aménagement se fait et permet quand même une utilisation de toutes les externalités. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions à ce stade, des demandes d'intervention ? Monsieur, avec le vêtement grenat. Je ne sais pas si c'est grenat, mais couleur assez audacieuse. Non, mais dans ce monde où tout le monde est en gris, hein, c'est pour ça, je veux dire. Je vais vous faire un compliment. Je ne sais pas s'il y a de la clim, mais j'avais un peu froid. Merci, saumon. Voilà, on l'a identifié. Bonjour. À vous donc. Merci. Donc, je suis du CEDIF, Syndicat des eaux d'Île-de-France. Ma question porte sur les data centers, donc pas beaucoup de liens avec mon domaine, mais ça m'intéressait. Vous avez parlé de... Enfin, effectivement, c'est
d'un point de vue, enfin je vais pas tout répéter ce que vous avez dit, mais d'un point de vue énergétique, un data center, c'est mettre des radiateurs dans une pièce et mettre une clim pour refroidir cette pièce. Donc c'est fou toute cette énergie perdue. Il faudrait que ça soit un drame en fait qu'un data center ne soit pas relié à un réseau de chaleur, on pourrait dire. Et vous avez parlé du coup de planification et de logique d'aménagement qui peut avoir une compétence pour ça au niveau de la, enfin voilà, dans la région. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de data center qui perd toute son énergie. Voilà. Alors, pas moi en tout cas. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, monsieur. Est-ce qu'il sait peut-être? Alors déjà, je pense que peut-être la DRIAT et les services de l'État ont un rôle à jouer là-dedans, puisque voilà, toute implantation de data center est analysée par les services de l'État. Donc voilà, je pense que aussi peuvent travailler sur ce sujet-là, qui est d'importance. Voilà. Voilà, je pense que c'est déjà c'est une première réponse. Il y a sans doute d'autres acteurs, les collectivités également, bien entendu. Oui, juste une précision. Effectivement, la DRIAT donne sur un certain territoire de l'Île-de-France, pas partout, mais sur une grande partie du territoire, des autorisations en fait pour les data centers. Mais les autorisations, c'est pas de la planification quand même. Hein, on répond quand même à quelque chose qui arrive. Donc ça, c'est quand même un petit peu différent. Il y a d'abord effectivement, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut beaucoup d'acteurs. En fait, on se rend compte que finalement, le nombre d'acteurs qui seraient intéressés par cette planification est en fait assez large. Les porteurs de projets de data center aussi se rendent compte que c'est quand même de plus en plus complexe maintenant d'arriver. Il suffit plus d'arriver avec de l'argent. Il y a plein d'autres questions qui se posent, mais il y a aussi des leviers réglementaires en fait à soulever. Enfin, alors là, je vais revenir uniquement sur le spectre de RTE, mais nous, dès que quelqu'un nous fait une demande de raccordement au réseau, on est obligé d'y répondre. Quelle que soit la demande, en fait, quel que soit l'endroit où elle arrive, et on ne peut pas non plus prioriser, enfin, à part avec la loi APER pour certains projets, mais on ne peut pas non plus prioriser. Donc, il y a aussi des leviers réglementaires. Il y a des choses qui se sont faites dans le cadre des S30NR, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. On peut bouger des choses, mais il y a quand même aussi cette question-là à lever. Et juste, je voudrais préciser pour les histoires de consommation, j'ai bien parlé de la pointe en puissance de la consommation de la ville de Paris l'hiver, mais ça, c'est en projetant les puissances qui nous sont demandées. Hein. Donc, voilà, c'est une question, mais on a encore le temps d'y répondre. Voilà, mais il faut être raisonnable dans les chiffres. Quoi, voilà. Tout à fait. Monsieur de Enercop veut s'exprimer. Oui, bonjour. Vincent Poisat de la coopérative Enercop. Donc, certains nous connaissent peut-être. On accompagne les collectivités dans leur transition énergétique en étant fournisseur d'électricité 100% renouvelable, co-développeur de centrales photovoltaïques au sol, y compris de petite taille en Île-de-France, jusqu'à 1 hectare, voire peut-être moins, et bureau d'études photovoltaïques. Et ma question concerne la géothermie de surface, savoir si vous vous intéressez aussi aux résidences, aux grandes résidences individuelles, enfin d'habitat en Île-de-France, pour regarder s'il est possible de les raccorder à des réseaux de géothermie de surface. Richard Curnier, quelle est votre réponse? Mais grandes résidences, c'est des maisons individuelles, vous voulez dire? Non, de l'habitat collectif, ouais, copropriété. Oui, des copropriétés. Oui. Et à partir de quelle taille vous envisagez de regarder les projets? Oui, on travaille. Alors, vous savez que nous, on finance aussi le logement social. Et donc, on travaille beaucoup aussi avec les bailleurs sociaux sur ce sujet. Et donc, il y a de plus en plus de bailleurs qui regardent comment, justement, travailler sur la géothermie de surface. Alors, pour l'instant, on est vraiment au tout début des études. Mais on peut regarder tous les projets, en fait. Tous les projets. Et je crois qu'à peu près, enfin, je ne suis pas un spécialiste, vous l'avez compris, de la géothermie. Moi, j'accompagne des financements. Mais il faut compter à peu près entre 500 et 1 million d'euros, je crois, en géothermie de surface. Je passe sous le contrôle des ingénieurs qui sont, d'ailleurs, M. Dadem. Mais oui, on regarde à partir de 500 000 euros. Et l'idée, c'est de faire un outil qui porte des grappes de projets. Voilà. Plutôt que de financer individuellement, c'est travailler plutôt sur des grappes de projets.
Très bien. Oui. Je me permets de compléter. Bien sûr. Donc ça a été cité tout à l'heure par M. Monin. Donc la démarche Eau-Énergie, le principe, c'est d'abord privilégier le raccordement au réseau de chaleur qui s'y passe devant. Voilà, on ne va pas faire une installation individuelle alors qu'il y a un réseau à proximité. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a des copros. Enfin, nous, on finance des études à la fois sur les copros, des bailleurs, des entreprises pour l'installation de géothermie de surface. Donc, ça fait partie des cibles quand elles sont loin d'un réseau de cette technologie. Surtout qu'en général, enfin, tout ce qui est bailleur, en tout cas, ils ont souvent un peu de place autour. Parce que voilà, c'est une des contraintes, c'est d'avoir un foncier relativement important pour mettre en place les sondes ou l'écartement entre les puits de forage de nappe. Donc voilà, mais les copros qui ont un peu d'espace, en effet, c'est des cibles. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions Bernard Landau, on va vous amener un micro. Vous étiez donc architecte voyer de la ville de Paris notamment. Et vous vous intéressez à beaucoup de sujets. Non, mais c'est juste, je voulais, parce que j'écoute tout ça avec passion, et je voulais juste le dire, parce que je ne sais pas si vous suivez la révision du PLU parisien dans lequel il y a la notion de l'urbascore, et on est en plein dedans. Si vous voulez, je trouve que, notamment parce que je sais qu'à Paris, la question de la géothermie de surface est un sujet intéressant. Et enfin, quand j'entends, si vous voulez, en me rappelant mes anciennes fonctions, l'ensemble de vos interventions et les synergies qu'il y a de potentiel sur ce qu'on appelle justement dans l'urbascore des projets mutualisés ou des synergies entre acteurs qui donnent de fait un plus au permis. Enfin, on est dans ce monde-là. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que l'urbascore, mais c'est une sorte de 9 externalités positives qui sont attachées au projet d'aménagement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans l'idée de la délivrance du permis, si vous voulez, une appréciation sur les externalités positives que ces permis peuvent apporter à leur environnement, y compris en termes de réception. On sait que, enfin, ça a été évoqué, c'est-à-dire l'acceptabilité des projets. Et donc, enfin, c'est assez nouveau. On verra ce que ça donne à l'enquête publique. Je pense qu'il y a derrière des questions de droit un petit peu compliquées, mais je trouve que la notion est vraiment intéressante. Et dans ce que j'entends, ça s'inscrit dans cette démarche, en tout cas. Totalement. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, pour compléter aussi, j'entends le mot synergie, et c'est vrai qu'il y a des grosses synergies entre les énergies. Enfin, si je prends l'exemple de la géothermie de surface, il y a une synergie aussi importante avec le solaire thermique, où on peut diminuer le nombre de sondes, par exemple, en installant du solaire thermique, et que ce solaire thermique, l'hiver, l'été vient recharger le sol, et puis l'hiver, venir en complément de l'énergie qu'on aura mis dans le sol. Donc il y a vraiment des synergies entre énergies aussi. Oui, en parlant de synergie, Florence, je ne sais pas si vous avez évoqué vous vouliez parler du maillage justement et d'un rapport de la Creux sur l'avenir des infrastructures gazières. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Non, je l'ai pas. Il me semble que non. Mais je vais parler d'autre chose. Mais vous pouvez parler de ce que vous voulez. Oui, c'est ça qui est bien. Non, je voulais rebondir sur les synergies. On voit bien qu'il y a des complémentarités. Aujourd'hui, il faut faire le meilleur avec ce que chaque territoire peut amener. Donc, dans les solutions qui aujourd'hui sont déployées pour assurer la complémentarité des énergies, il y a de plus en plus de pompes à chaleur hybrides. Donc, un couplage entre une pompe à chaleur et une chaudière à gaz, demain gaz vert, pour permettre d'assurer un confort dans les logements, et quand les températures baissent fortement, la chaudière prend le relais par rapport à la pompe à chaleur, plus adaptée pour des températures, on va dire, relativement clémentes. Donc ça, ce sont des objets sur lesquels on travaille en individuel comme en collectif. Et vous mentionnez les bailleurs sociaux, mais ce sont vraiment des acteurs de l'innovation en matière énergétique, parce qu'ils ont des gros enjeux, et donc voilà, ils sont sur le territoire francilien, je trouve, des acteurs qui sont très, très impliqués sur tous ces sujets. Moi, j'avais juste envie de mentionner deux innovations complémentaires, parce que c'était le thème de la table ronde. La première, c'est quand on réfléchit en termes d'économie circulaire. Il y a un peu de résidu de CO2 qui est issu de la méthanisation,
Aujourd'hui, l'idée, c'est d'être à 100% décarboné et donc de capter ce CO2. On en parlait à l'instant. Donc, il y a des startups qui se sont lancées en Île-de-France. Il y a plusieurs acteurs, mais il y en a notamment une qui récupère ce CO2 biogénique pour aller sécher du bois, parce que ça accélère le séchage du bois. Donc, voilà, il y a plusieurs utilisations possibles de CO2. On cherche encore tous les débouchés, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir un vrai marché du CO2 biogénique qui va se développer. Donc ça, c'est le marché de demain. Et puis, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, même si on a parlé beaucoup de data center. C'est vrai que l'utilisation des données, elle est essentielle pour optimiser tous les systèmes, prédire. Et en intelligence artificielle, on peut aussi travailler à décarboner la façon dont on fait, on produit, on agit ou on fait nos chantiers. C'est-à-dire que quand on est sur un réseau de gaz, lorsqu'on intervient sur un chantier ou qu'on intervient sur un dommage aux ouvrages, malheureusement, lorsqu'il y a des travaux, parfois ça abîme les réseaux de gaz, et donc il y a des émanations de méthane, ce qui est extrêmement dommageable sur le plan climatique. Aujourd'hui, on fait un usage de l'intelligence artificielle pour croiser nombre de données et essayer de prédire où potentiellement il va y avoir un dommage aux ouvrages sur les canalisations qu'on exploite pour le compte des autorités concédantes. Comment on fait ? On croise à la fois le type d'entreprise qui intervient, la zone, le type de réseau sur lequel elle intervient. Et ça nous permet de déclencher des réunions avec les entreprises qui vont intervenir sur les réseaux et les sensibiliser à l'intervention sur les réseaux. Et ça commence à porter ses fruits. Il faut savoir que les émanations comme ça, non souhaitées, elles sont extrêmement émettrices de gaz de méthane. Et donc décarboner, c'est aussi décarboner la façon dont on fait les choses, la façon dont on conduit les chantiers. Et ça, c'est un engagement qu'on a pris au niveau de GRDF, divisé par 2 nos propres émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est un objectif extrêmement ambitieux, mais sur lequel on a envie d'agir. Il y a la madame avec un pull, j'irais, gris. Non, parce que je maîtrise un créneau humoristique. Donc, qui veut s'exprimer ? Et après, on aura un cocktail qui sera donné au-dessus. Oui, merci, bonjour. Ma question, je pense, pourra profiter à tout le monde. Elle est peut-être trop concrète, mais pour un appartement en immeuble haussmannien dans Paris, on ne peut plus mettre de chaudière à gaz individuelle, enfin pas la chaudière ordinaire. Alors, que faut-il faire, s'il vous plaît ? Et deuxième question très concrète également, un immeuble 1960 qui est jusqu'à maintenant en CPCU, ce qui représente, il y a des avantages mais énormément d'inconvénients, notamment tout le coût des pannes et de la maintenance en fait. Même si c'est réputé bien parce que c'est en partie chaleur renouvelable. Qu'est-ce que vous conseillez si jamais il y a un changement de mode de chauffage ? Voilà, je pense que ça peut profiter à pas mal de gens dans la salle, donc je me suis permis... Alors Florence Mouret à la réponse. Je vais faire un premier élément de réponse. Vous êtes invité à nous appeler. Il n'y a pas de problème. Je vous redonnerai le numéro de téléphone pour vous donner un conseil. Un GRDF, on a une mission de service public, on conseille nos clients. Aujourd'hui, dans un bâtiment existant, on peut encore mettre des chaudières gaz à très haute performance énergétique. Et vous diminuez de 30% votre consommation en moyenne. Effectivement, dans une construction neuve, c'est aujourd'hui une pompe à chaleur hybride qu'il faut mettre. Donc pompe à chaleur couplée avec une chaudière gaz si vous voulez conserver l'énergie gaz. Donc voilà, ensuite, on sera ravis de vous accompagner dans votre projet. Si en banlieue, là, construction neuve. Où ? Dans quel milieu ? Construction neuve ou qu'elle soit, mais je doute que dans un immeuble... Dans Paris. Alors, dans Paris, ils mettent des pompes à chaleur, là, quand ils construisent ? Moi, je vous parle dans Paris, là. Vous parliez d'un immeuble haussmannien, donc c'est un immeuble existant ? Oui.
Oui. 1960, c'est dans Paris, il n'y a pas Tout à fait. il y a pas de place autour. Donc dans ce cas-là, il est tout à fait possible de remettre une chaudière gaz du moment qu'elle est très haute performance énergétique. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous parle après. sur ce cas concret, je crois qu'on peut vous applaudir. Et puis, il y a un cocktail qui est au-dessus. Merci beaucoup à tous. Merci et à bientôt. Il y a les dates des prochains rendez-vous qui étaient annoncés. À bientôt. Merci beaucoup.